Bonjour tout le monde, je voulais vous parler aujourd'hui des 5 plus grosses erreurs que j'ai commises dans mon entreprise de micro-pousses pour que vous évitiez de les faire aussi, parce que ça coûte de l'argent, ça prend du temps et surtout de l'énergie. Et quand on commence une nouvelle activité ou un nouvel atelier de diversification, et ben toutes ces ressources elles sont hyper limitées. D'ailleurs, il y a une erreur que j'ai faite qui m'a coûté des centaines d'euros et ça m'a mis dans une galère pas possible, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Avant de commencer à vous raconter mes plus grosses erreurs dans mon activité, je voulais quand même vous dire que c'était normal de faire plein d'erreurs et encore plus dans une culture comme celle-ci, celle des micro-pousses qui nécessite plein d'ajustements. Mais il y a une erreur en particulier qui peut littéralement vous faire perdre vos récoltes du jour au lendemain et ça je vais vous montrer comment éviter ça. Faire des erreurs, ça permet aussi d'apprendre, de vraiment assimiler une notion, que ce soit pour l'arrosage, les conditions de culture, la gestion de la moisissure, trouver des clients, etc. C'est en faisant qu'on apprend au final, et il vaut mieux se lancer et s'améliorer constamment que d'attendre que tout soit parfait et d'avoir tout lu, d'avoir tout vu avant de faire ses premiers semis. Mais pour pas que ce soit handicapant, ni pour vous, ni pour votre entreprise, faut vraiment faire en sorte que ces erreurs, elles soient dans un cadre qui vous coûtera pas trop cher. Par exemple, tester la culture dans des petites barquettes, c'est beaucoup mieux que dans des grands plateaux. Ça vous fera économiser pas mal de terreau, de graines et puis de place aussi. Donc lancer que quelques barquettes à la fois pour démarrer, et plutôt que de se lancer dans une centaine de plateaux d'un coup avec une installation hyper design, dernière génération, high-tech et tout. Le mieux c'est vraiment de commencer simple et hyper rapidement pour itérer le plus rapidement possible. L'idée quand on développe son activité c'est de faire le plus de tests possible, mais à petite échelle, avec un impact limité si l'on échoue. Alors après cette petite introduction, on est parti pour les 5 plus grosses erreurs que j'ai commises à mes débuts, et j'espère que vous n'allez pas les refaire non plus. On démarre par la première, c'est l'arrosage par le dessus. J'avais dû voir une vidéo YouTube où un gars arrosait toutes ses micro-pousses avec une perche vraiment par le dessus, et comme il en produisait beaucoup et qu'on n'avait pas vraiment d'autres infos sur le sujet à l'époque, c'était en 2019 quand j'ai démarré, et j'avais juste fait pareil sans trop réfléchir au final. Mais le problème, c'est que ça avait été un peu un carnage, c'est que j'ai eu tous les problèmes liés à cette façon d'arroser. J'ai eu de la moisissure sur certaines variétés, d'autres se couchaient sous le poids du jet d'arrosage qui était beaucoup trop fort, même réglé au minimum, donc c'était vraiment pas idéal. Ce que j'avais pas vu, c'est que cette personne ne produisait que 3 ou 4 variétés différentes, et que sur ces variétés-là spécifiquement, c'était possible d'arroser par au-dessus. Pour les variétés à grosses feuilles, c'est possible, comme le pois, le tournesol ou d'autres. Par contre, la roquette, le brocoli, c'est vraiment pas du tout adapté, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des pousses qui sont beaucoup plus fines, donc ça va être un peu dur. Et l'autre chose que j'avais pas vu non plus, c'est que lui, même s'il était sous serre comme moi, il avait une grosse ventilation, un gros système de ventilation. Et moi je démarrais tout juste, j'en avais pas. Donc l'humidité excessive sur les pousses qu'apporte au final cette irrigation par le dessus, c'était pas évacué par la ventilation, et ça stagnait autour des pousses, ça restait au pied de chaque tige, et donc ça forcément c'est le meilleur moyen de créer de la moisissure. Alors quand je faisais mes petits tests à petite échelle avant, je le voyais pas trop, mais dès que j'ai commencé à passer à une cinquantaine de plateaux environ par semaine en même temps, et là j'ai eu vraiment beaucoup de pertes, et donc j'ai appris un peu avec la douleur quoi. Alors la solution qui marche pour tout, c'est l'arrosage par le dessous. On utilise un sous-plateau comme il y en a là, et un plateau à semis qui est drainé. Et ça arrange vraiment tout. On remplit le sous-plateau, le bac d'eau régulièrement pour que les racines se servent directement, que le substrat s'humidifie, mais que les pousses, elles restent bien sèches par le dessus. Et puis avec ça, il n'y a plus de risque de moisissure, en tout cas lié à l'arrosage. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus sur les risques de moisissure. Ça n'enlève pas l'utilité de la ventilation, mais sous serre, une ventilation naturelle, ça peut suffire dans la plupart des cas. Après, si vous voulez vous équiper de ventilation supplémentaire, c'est toujours un plus, et ce sera encore mieux, quoi. Ce que je conseille pour les serres, c'est quand même d'avoir des aérations sur les côtés, qu'on puisse soulever les côtés de la bâche. Ça permet vraiment de faire une ventilation complète, d'aérer, de changer d'air complètement à toute la serre. Et puis si vous n'avez pas ça, peut-être ajouter quand même une ventilation supplémentaire. En tout cas, si vous pouvez l'avoir, c'est encore mieux. Mais si vous pensez que c'est ma pire erreur, attendez de voir la suivante, elle m'a coûté encore beaucoup plus cher. Ma deuxième erreur, c'est la mauvaise gestion de la chaleur sous serre. Alors là, j'ai eu beaucoup de dégâts ma première année, et ça m'a vraiment beaucoup stressé aussi. J'ai vu des semaines de travail partir en fumée en seulement quelques heures. Quand j'ai démarré, il y a environ 5 ans, je louais une serre dans une ancienne pépinière qui s'était transformée en une association qui accueillait des entreprises agricoles et artisanales qui voulaient tester leur activité. Donc j'avais une serre d'environ 200-300 mètres carrés à peu près, qui était assez haute, qui était vraiment bien, mais le système d'aération sur le côté, le système relevable, il était cassé. Quand j'ai démarré dedans, pas de soucis, tout se passait bien, c'était le printemps, c'était génial. J'apprenais la culture, je commençais à vendre, je commençais à avoir de plus en plus de clients, c'était vraiment cool. C'était ma première année, j'étais hyper surpris de l'évolution rapide de mon activité.
Et là viennent les fortes chaleurs, fin juillet, moi je suis en Bretagne, ça peut arriver un peu tard, mais ça arrive un peu d'un coup aussi. Et 2 heures après avoir arrosé le matin, comme d'habitude, la petite routine, et bah là j'y retourne pour voir si tout va bien, pour faire un peu de manutention, et là je vois que c'est un carnage, il y a plus de la moitié de mes plateaux qui étaient complètement à plat, par manque d'eau, par beaucoup trop de chaleur. Il était que 11 heures du matin pourtant, mais je pense que la serre était bien au-delà des 35 degrés. Donc là c'était un peu la panique, j'ai sorti tous mes plateaux encore en vie, dehors sur des tables aménagées, un peu à l'arrache. J'ai essayé de sauver les plateaux qui étaient couchés, mais il y en avait vraiment pas beaucoup qui sont remontés. Ça peut marcher sur le tournesol, le radis, toutes les grosses pousses, mais les pousses un peu fines, faut vraiment, c'est même pas la peine. Et quand je regarde la météo, je vois que ce sera les mêmes températures toute la semaine. Donc là, gros coup dur. Comment je fais mes livraisons? Comment je fais pour continuer de produire? Je suis dans un coin hyper touristique, c'est la haute saison. Si je rate, là, c'est vraiment pas bon signe du tout pour mon activité. Donc heureusement, c'était quand même dans une ancienne pépinière, donc j'ai pu aménager quelques tables sur une grande ombrière à côté de la serre, mais avec une installation très artisanale. C'était des grilles de clôture sur du parpaing, donc ça marche bien quand on démarre, quand on n'a pas beaucoup de sous et qu'on fait que de la récup. Si je trouve une photo d'ailleurs, je la mettrai. C'est très bancal, ça dépanne, mais pas trop plus. Mais il y avait quand même une énorme différence de température, c'était beaucoup plus doux et c'était vraiment bien pour la culture. À l'extérieur, il faisait à peu près 30 degrés, sous serre, c'était presque 40 degrés, et sous l'ombrière, là où j'étais, c'était autour de 25-28 degrés, donc vraiment bien. C'est un peu chaud pour certaines cultures, mais clairement, les rendements, ils sont très satisfaisants. Par contre, comme je disais, on est en Bretagne, donc les petites pluies en plein été entre deux coups de chaud, bah, c'est hyper classique. Ça fait du bien pour se rafraîchir, mais la pluie directe sur les pouces, c'est vraiment pas bon. À la fois, on contrôle pas le débit, on contrôle pas la fréquence, et puis bah, la quantité. Donc au final, il y a vraiment rien qui va. Donc là, s'ensuit une gymnastique que j'espère ne jamais refaire, mais dès qu'il pleut, je remets tout dans la serre, les 50-100 plateaux sous la serre. Dès que la pluie s'arrête et que le soleil revient, hop, je remets tout dans l'ombrière. Bref, une vraie galère, quoi. Je finis l'été avec mes tables sous l'ombrière, en ajoutant des arceaux, une bâche de serre par-dessus, avec les côtés qui se relèvent pour vraiment aérer. Mais pour l'arrosage, c'est pas très pratique, pour déplacer les plateaux non plus, pour surveiller non plus. Donc ça a marché, mais c'était vraiment bancal, quoi. Et puis après, bah, j'étais hyper content que les fortes chaleurs s'arrêtent, que je puisse retourner tout sous la serre, que je mette tout ça au propre, et que je puisse continuer ma culture, ma production comme avant. Donc voilà, à la fin de l'été, ça allait mieux déjà. L'année d'après, j'ai réparé les côtés relevables de la serre, j'ai acheté une ombrière que je mets par-dessus la bâche de la serre, et ça a hyper bien fonctionné pour le coup, et ça a suffi pour faire vraiment un bel été. Donc j'ai continué comme ça une autre année, et puis après quand j'ai changé de lieu, j'ai racheté une serre à moi, donc j'ai fait pareil, hein, une serre avec les côtés relevables, j'ai réutilisé la même ombrière pour la mettre chez moi, ici. Et puis en plus, bah, j'ai une haie qui me protège sur pas mal de côtés, donc ça c'est vraiment pas mal. Et en plus de me protéger du soleil, ça me protège des grosses tempêtes, donc ça c'est quand même pas mal. Donc quand je redéplacerai ma serre encore une fois, cette fois-ci j'espère que ce sera la dernière, je vais réutiliser la même configuration sur mon autre terrain. Donc les côtés relevables pareil pour aérer, une ombrière, et j'ajouterai sûrement des ventilateurs pour encore plus brasser l'air chaud et humide, et puis en hiver aussi c'est pas mal de pouvoir brasser l'air aussi. Donc la mauvaise gestion des fortes chaleurs sous serre, ça a été clairement l'erreur qui m'a coûté le plus cher, et qui m'a pris le plus d'énergie, c'était vraiment la course tout l'été, quoi. Pourtant, la réponse n'a été pas si compliquée, ça n'a pas été non plus très très cher. Bon, les côtés relevables, il faut les prévoir dès la conception de la serre. Si vous les avez pas au départ, ça va être un peu compliqué. Mais l'ombrière, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est facile à mettre, à enlever, et on peut même le faire tout seul. Donc après cette épopée, on passe à la troisième erreur, qui sera plus rapide à expliquer, mais à ne pas négliger. Vouloir vendre à tout le monde, courir partout, et même pour des toutes petites quantités. Ça, c'est une erreur que je vois encore maintenant chez des jeunes producteurs, et pour le coup, ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est une erreur que j'ai faite surtout ma première année et encore un petit peu ma seconde année. Je faisais plusieurs marchés par semaine, je livrais à un magasin producteur, à des restos, des traiteurs, quelques commandes de particuliers en plus, bref, j'étais vraiment partout. Je passais des heures à faire des livraisons pour des petites commandes ridicules de 5-10 euros. Donc d'un côté, bah, c'est bien de pouvoir tout tester, de voir ce qui marche le mieux, mais de l'autre, à un moment, bah, faut quand même prendre une décision. Surtout quand on est seul, on peut pas vraiment tout faire, il faut savoir dire non à certains clients, c'est pas facile, surtout quand on démarre, mais bon, faut être réaliste sur les chiffres. Quand on passe 5 heures sur un marché pour seulement 100 euros, alors qu'un resto nous prend cette même quantité en seulement 15 minutes de livraison, bah, le choix au final il est vite fait. Après, cumuler les deux, ça peut avoir son importance, ça peut avoir un très bel impact. Forcément, si vous faites 5 marchés par semaine, même si c'est 100 euros, bah ça fait quand même 500 euros par semaine, et là, c'est pas négligeable. Et en plus, les marchés fonctionnent pas tout de suite non plus. Il faut le temps de construire sa clientèle, que les gens vous découvrent, prennent l'habitude de vous voir régulièrement. Donc je pense que si j'avais continué les marchés, j'aurais à mon avis pu doubler mon chiffre d'affaires et passer à peu près à 1000 euros par semaine avec 5 marchés.
Et puis pareil, j'avais tendance à jamais dire non, donc même pour livrer des petites quantités, je faisais d'énormes détours qui au final n'étaient pas du tout rentables pour moi. Mais mes bénéfices et mon temps de travail, ils ont clairement évolué quand j'ai commencé à me concentrer sur un seul type de client, à le maîtriser et à me spécialiser vraiment que pour lui. Donc moi j'ai fait le choix des restaurateurs, mais ça c'est propre à mon contexte, ça veut pas dire que c'est le meilleur choix pour tout le monde non plus. Et puis par la suite, quand on est plus rodé, on peut étendre sa diversité de clients. J'ai poursuivi moi avec les traiteurs, et puis l'année prochaine, je vais repartir avec les particuliers, avec des offres un peu différentes que je faisais au tout départ. Je vous en dirai un peu plus à ce moment-là si ça vous intéresse. Donc si je peux vous donner un conseil, vouloir vendre à tout le monde, c'est finalement vendre à personne. C'est bien de tester plein de choses, mais dès qu'on peut se spécialiser, il faut vraiment pas hésiter. Sinon on court partout pour 25 € de pouce à droite, à gauche, donc ça a vraiment plus de sens. Donc commencez par vendre d'une seule manière, et quand ça fonctionne bien, là vous pouvez passer à une autre, puis à une autre, puis à une autre si on le souhaite, et c'est même pas obligatoire non plus, on peut rester sur un seul canal de vente, il n'y a pas trop de limites pour l'instant en tout cas. Et justement, dans la dernière erreur, dire non, ça aurait pu m'éviter de perdre énormément de temps et d'énergie, et ça on verra ça tout à l'heure. Parce qu'avant ça, la quatrième erreur que j'ai faite à mes débuts concerne les marchés. Je vendais mes pousses en vrac, et quand on stand, il est plein au soleil, leur durée de vie c'est vraiment que quelques heures, contrairement à une semaine bien gardée, bien conservée, etc. Donc forcément, on veut les montrer pour attirer les clients, mais clairement, c'est pas une bonne idée. Donc sur le coup, j'ai juste tout caché, j'ai tout mis au frais. À l'époque, j'empruntais le vélo triporteur de ma femme qui avait une glacière dedans, donc ça m'a bien dépanné pour ce jour-là. Mais les marchés suivants, j'ai dû beaucoup plus me préparer, et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Le mieux, c'est d'avoir vraiment une partie au frais, ou en tout cas vraiment protégée des fortes chaleurs pour la vente, et une partie faite pour être visible, qui est belle, en barquette vivante, qu'on arrose régulièrement, qu'on peut prendre soin pendant le marché, pour qu'elle reste vraiment belle pendant toute la durée du marché, et puis pas trop compter sur la vente de ses pousses elle-même. Après, c'est vraiment, ça fait partie du budget pour le marché. Mais il faut vraiment différencier les deux, la partie que l'on vend, de la partie esthétique. Et en plus de ça, avoir une petite partie pour faire déguster, ça change vraiment tout. Les gens connaissent pas forcément les micro-pousses, mais dès qu'ils goûtent, ça fait vraiment l'unanimité. Donc ne faites pas comme moi, préparez bien vos marchés. Si le problème c'était le soleil cette fois-ci, ça aurait pu être aussi le vent, la pluie, le froid, etc. Il y a quand même beaucoup de conditions à prendre en compte quand on fait les marchés, donc préparez-vous un minimum. Et enfin, la cinquième erreur qui arrive à quasiment tous les producteurs que je connaisse, c'est de cultiver de nouvelles variétés à chaque fois qu'un client nous demande « Est-ce que vous faites de la nette? J'aimerais bien de la coriandre, j'aimerais bien de la marrante aussi. Et vous avez des pousses un peu fortes comme les wasabi? J'ai un ami qui fait du shiso, mais pas le vert, le pourpre. » Et toi, tu démarres ton activité, t'as envie de répondre à une demande, donc à chaque fois qu'on te parle d'une variété, t'achètes un gros sac de graines, t'es confiant, tu mets en production directe, et tu vas voir ton client tout content quand t'as des plateaux ou des barquettes qui sont vraiment belles que tu peux vendre. Ça y est, j'ai ta variété qui est tant recherchée, puis lui il dit simplement ah ouais c'est bien, mais en fait je veux pas en reprendre. Ou ah ouais super, je vais t'en prendre 10 grammes par semaine, ça suffira. Super. Et ça c'est hyper courant. Alors ça peut m'arriver de replonger un peu dans ces vices, mais globalement ça se passe plus trop comme ça. Il faut vraiment avoir une gamme fixe, c'est l'idéal, c'est ce que je conseille en tout cas, une gamme fixe que vous connaissez, que vous avez testé, vous savez qu'il y a plein de clients qui vont pouvoir acheter cette gamme-là, et donc vous pouvez acheter des graines en gros et être sûr qu'elles ne soient pas inutilisées en fin de saison. Et quand vous voulez tester une autre variété ou répondre à une demande spécifique, ça peut se faire mais en petite quantité, ça se fait ponctuellement, et puis que pour certains clients, et il faut savoir aussi dire non, quoi. Si vous êtes en début d'activité, le mieux c'est quand même de commencer avoir que des variétés avec un cycle court de 7 à 14 jours, parce que c'est le plus simple et le plus facile à gérer. Et puis vous avez le droit de dire non pour les aromatiques, ça viendra plus tard quand vous serez un peu plus aguerri. Et encore plus si c'est un client qui n'a pas encore beaucoup demandé chez vous, c'est pas un client hyper fidèle, etc. Faut pas se plier en quatre non plus. Par contre, si une variété supplémentaire peut vous faire obtenir des livraisons régulières auprès d'un gros client, et là il y a peut-être une opportunité à saisir. Mais il faudra bien discuter avec lui sur les quantités, sur la récurrence des commandes, etc. Et puis cette confiance dans son discours, vous pourrez l'avoir qu'en discutant, en ayant déjà un minimum travaillé avec lui, ou en ayant un bon feeling tout simplement avec lui. Quand vous démarrez, vous avez plus de choix de clients que de produits à vendre. C'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que vous avez le luxe de choisir vos clients au départ. Personne ne vous connaît, c'est à vous d'aller les voir. Donc démarrer avec les plus simples, c'est vraiment ce que je conseille, pour vous faire la main, pour continuer d'apprendre, pour avoir de la trésorerie, élargir votre gamme de variétés, et ensuite seulement vous pouvez passer à des clients plus exigeants, avec des demandes un peu plus volatiles. Donc démarrer avec le meilleur resto gastronomique de votre région, parce que tout le monde en parle, c'est au final hyper risqué. Faites vos armes d'abord pour pas vous faire balader. Alors j'espère que toutes ces erreurs que j'ai faites vous seront utiles pour démarrer votre activité ou la développer de manière plus sereine. Donc pour résumer, utilisez des sous-plateaux pour arroser, pour en finir avec la moisissure et l'humidité excessive. Bien gérer la température sous serre, une ombrière et des aérations c'est vraiment le minimum.
Se spécialiser dans un type de client, vouloir vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Protéger ses micro-pousses sur les marchés, le soleil, le vent, la pluie, il faut vraiment anticiper les conditions qui peuvent être souvent rudes. Et le cinquième point, choisir une gamme de variétés rentables et pas répondre à toutes les demandes ponctuelles des clients. Si vous vous demandez quelles sont les variétés les plus rentables et les plus faciles à cultiver, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce sujet, n'hésitez pas à la regarder, c'est juste ici. Merci d'être allé au bout de cette vidéo, un petit like, un commentaire pour partager vos erreurs avec tout le monde, et puis abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.